Bienvenue à la 12e collaboration Cybercitoyen et Polysécure et le 700e Polysécure. Je suis avec Catherine et Samuel. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonne fête à ton podcast. Oui, tu dis qu'on. Je pense pas qu'on va chanter, par exemple. Mais c'est pas nécessaire. On a malheureusement pas de champagne non plus, mais genre, imagine. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi un an de collaboration qu'on fait ensemble, ce qui vous a permis d'augmenter de 12 épisodes votre cible, parce que dans le dernier épisode que vous avez enregistré, vous ciblez votre 100e, fait que je suis une pierre dans l'édifice de votre objectif. Et genre pratiquement 10%, plus que 10%. Let's go! Je sens que j'ai une grande collaboration dans l'atteinte de vos objectifs. Ça me fait énormément plaisir de contribuer à ça. Trêve de folie, parce qu'on en a fait beaucoup avant. Puis de toute façon, on va en faire probablement beaucoup parce qu'on aborde 2 sujets. En tout cas, au minimum 2 sujets. Ce soir, on va peut-être dévier sur d'autres choses parce que c'est comme ça la vie. Le premier sujet puis qui me choque énormément, puis beaucoup, c'est Grok. Là, j'aime bien ta réaction de surprise, mais c'est cet objet-là qui est comme toléré, mais qui est odieux en même temps. Ça met pour moi en relief l'hypocrisie de bien des gens de vouloir lutter contre la pornographie juvénile, ce qui est pour moi une très bonne chose, puis j'appuie beaucoup. Et de l'autre côté, quand on arrive devant Grok, les efforts de lutter contre cette pornographie juvénile-là, essentiellement, sont un peu plus faibles, disons. Il y a 2 pays, l'Indonésie et la Malaisie, je pense qu'ils l'ont officiellement bloqué. Étonnamment, c'est des pays du côté de l'Asie là, qui ont agi de façon très prompte là-dessus. L'Europe, ils chill. T'as l'Angleterre qui enquête. Puis t'as les États-Unis qui font rien. Puis le Canada, pas. Il y a eu une enquête, je pense que c'est le Privacy Commission. En tout cas, bref, il y a un petit quelque chose qui a commencé, mais c'est pas très, très important. Et en plus, t'as Musk. Naturellement, il est allé pleurer. Méchante censure. On va censurer de la pornographie juvénile, c'est mal. Là, c'est comme... What? C'est comme un drôle de... Moi, ça comme... C'est une drôle de colline sur laquelle aller mourir. Tu sais, mettons, de toutes les batailles, c'est un drôle de choix. C'est drôle d'avoir évoqué la censure pour ce genre de choses-là. Fait que moi, ça m'a comme un peu fait que même d'autres comme toi, là, c'est mal ce que tu fais, là, mais là, vraiment, là, tu peux chialer qu'on censure la droite et l'extrême droite, puis que ça, je peux comprendre, c'est une bataille qui, personnellement, je trouve pas légitime, mais bon, ça peut être légitime. Il y a des bases que tu peux te défendre. La pornographie juvénile, c'est difficile là, d'aller justifier, d'aller embarquer la censure, ce genre de choses-là. Et au point où le gouvernement américain a dit que, dans le fond, les autres pays n'ont pas le droit de venir affecter X. C'est juste les États-Unis qui ont le droit d'appliquer des règles sur cette compagnie-là et tout. Là. Fait que, c'est tellement burlesque cet événement-là, mais en même temps, c'est très choquant comme humain de voir cet élément-là se passer. Le peu d'actions qui se posent, et à ce jour, Apple n'a pas agi, n'a pas retiré du store. Google n'a pas agi, n'a pas retiré du store. Puis les soi-disant mesures qui ont été mises en place ne sont pas efficaces parce que comme toute AI, sont faciles à buster. Les guardrails sont très, très faciles à buster. Sont très faciles là aussi. Fait que dans l'absolu, c'est un problème insoluble là, pour Grok. Là, si on veut être honnête, technologiquement parlant. En fait, c'est la génération d'images en soi qui est un problème rendu là de l'application parce que c'est la fonction qui est utilisée pour créer ce type de contenu-là. Puis, je suis toujours partante pour me joindre à un hating fest de l'IA en général, encore plus quand c'est Grok, qui est vraiment la pire IA. Fait allons-y sur le party de haine. Mais les histoires sont sorties, là, ce qui sortait dans les actualités des cas en particulier. Je me rappelais, là, on en avait parlé à notre balado, Sam, mais justement, là, une jeune victime d'un incendie tragique qui était mineure,
puis ça prend comme quelques minutes, puis les usagers de X demandent à Grok de faire des portraits pornographiques à partir de la photo in memoriam de cette victime-là. C'est horrible. Puis c'est juste une histoire parmi tant d'autres. Il y en a plein qui sortent que chaque fois qu'il y a un visage féminin, une jeune fille, etc., qui sort, il y a comme une génération d'images qui se fait. Mais à la base, c'est la fonction de génération d'images point qui est un problème parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, peu importe les mesures qu'on met, il y a des façons de les contourner éventuellement. Fait que le problème se règle pas à la source. Fait que c'est quoi la solution rendue là, à part de juste enlever la fonction de génération d'images parce que clairement, la société est pas prête d'avoir ce genre de fonctionnalité-là, simplement, là. Ben, c'est un peu de rappeler que 4chan est un lieu très odieux et très les vidanges d'Internet, là, essentiellement. Et X essaie de remplacer, avec beaucoup de conviction, c'est de remplacer ces égouts d'Internet. C'est très fascinant qu'ils se battent pour ce public-là que généralement, on n'essaie pas de voir, on essaie de tasser parce qu'il est un peu gênant, ce public-là. C'est comme des vieux mononcles, puis c'est comme un genre de public que tu veux pas trop avoir. Là. S'il y a des incels là-dedans, il y a des gens un peu qui auraient besoin d'un peu d'amour dans leur vie, mais pas d'image pornographique. Là. Mais d'humain et de contact sain, si on veut. Fait que là, ils se battent pour ça. Fait que là, on se trouve avec Grok. De l'autre côté, la génération d'images, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a d'autres plateformes de génération d'images qui n'ont pas ce problème-là. Nano Banana chez Google, Midjourney, ChatGPT aussi, c'est Dali, je pense, que chez du côté d'OpenAI, n'ont pas ces problèmes-là parce qu'ils ont, jour 1, mis des filtres pour éviter que ça l'arrive. Ils ont pas, on va tester, puis après ça, on va corriger. Les autres ont dit, non, on va ouvrir tranquillement, puis on va intercepter toutes les tentatives au gré de la croissance de la plateforme. Pour être un utilisateur de Midjourney, par exemple, moindrement qu'on utilise un prompt qui a une apparence litigieuse, il est bloqué immédiatement. Et je fais pas des prompts litigieux, là. Je fais juste des affaires parce que je me trouve drôle. C'est genre armée nord-coréenne, genre qui tombe dans un trou. Quelque chose de ce genre-là. Puis, d'un point de vue nord-américain, c'est pas très litigieux. Et même ça, c'est bloqué. Fait que là, je demande une évaluation par un humain, puis là, c'est débloqué parce que clairement, il n'y a pas de tentative de désinformation à travers ça. C'est juste parce que le prompt global était plus dans l'humour que dans la désinformation. Fait que ça finissait par passer. Et les filtres automatiques sont très, très rapides à agir. Fait que moi, je pense que c'est du laxisme grave de Musk plus que la plateforme elle-même qui mène à ça, là. Mais clairement, il ne voulait pas avoir de limite. Je veux dire, ça a été construit sans limite, là, parce que justement, toutes les autres étaient trop woke, supposément, selon lui. Puis, tu sais, une des solutions qu'il avait trouvées, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était que ces générations d'images-là étaient seulement pour les gens qui payaient. Mais là, ça faisait des situations un peu weird où que les gens demandaient, par exemple, de dénuder la photo de quelqu'un. Puis là, tu avais Grok qui disait « Ah, cette fonctionnalité n'est que pour les gens payants. Passez au forfait premium. » Fait que tu as comme l'IA qui est en train de faire du upsell, d'essayer de vendre le service. C'est quand même... Pour aller un petit peu plus loin sur ça, puis je vais te repasser la parole après, la première barrière que Musk a mis pour empêcher ça, c'est de pousser ça dans les comptes payants. Fait que c'est tout l'absurde que tu relates, c'est ça, parce que lui, la façon de régler le problème, c'est de mettre des comptes payants, que c'était juste dans les comptes payants que c'était comme ça. Mais ce que tu racontes, ça, je l'avais pas vu, c'est qu'il upsell quand tu essaies de le faire, là, c'est malade, là. C'est vraiment, c'est du déchet, là, mais grave, là, radioactif, là. Pour jouer à l'avocat du diable, par contre, c'est que tu fais ce genre de contenu-là avec un compte payant, ton identité est vraiment traçable. Il y aurait façon de policer éventuellement là-dessus, I guess. Mettons qu'on suit la logique potentielle de pourquoi ils ont fait le upsell. C'était dans l'intention que c'est plus difficile. Tu penses deux fois avant de faire ça. Oui. La logique, c'était ça. C'est que si c'est des utilisateurs payants... Je viens de dire que je suis pas d'accord. J'essaie juste de réfléchir à la logique. Ça, mais si je pense que la logique, c'est ça. Ouais. Ils auront moins tendance à faire des choses illégales parce que il y a plus... La carte de crédit est reliée à ton nom et ton adresse. Ouais. Comme la police a ton code postal et ton full nom, là, au minimum.
Mais tu sais, des comptes avec des crochets bleus qui font de la fraude, il y en a plein, là. Fait que tu sais, c'est pas infaillible, ce plan-là. Non, définitivement pas. Mais j'ai l'impression que la logique du upsell, c'était pas en mode on va faire plus d'argent sur les trucs trash, c'est qu'on va pouvoir relier à une identité. C'est un peu... Mais tu sais, c'est un peu un vieux vœu pieux. C'est comme, tu sais, Facebook, il y a sa politique du tu dois utiliser ton nom parce que, si tu mets ton nom, tu vas pas crier des insanités à des étrangers sur Internet. On sait maintenant que ça marche pas, ça non plus. Ça empêche pas les gens. Ça limite absolument rien. Puis c'est ça qui est fascinant parce que les gens continuent d'avoir l'impression que son nom sont anonymes. C'est ça qui est fascinant, même s'ils sont relativement nommés. Et en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'application réelle de règles par rapport à ça. C'est comme le Far West, c'est pour la très vieille génération de ceux qui ont rentré en cyber, ce qu'on appelle maintenant la cybersécurité, mais les années 90, c'était le Far West essentiellement. Il n'y avait pas de loi qui encadrait rien. C'était beau. On pouvait faire à peu près tout et n'importe quoi sans vraiment avoir de conséquences. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des conséquences. Donc, le milieu s'est calmé. Et on a professionnalisé le milieu, ce qui est une bonne chose. Et on a commencé à cadrer un peu ce qu'on faisait. Donc, on ne faisait pas défoncer des sites au hasard parce qu'on trouvait ça drôle. On demandait aux clients, « Hey, ça tenterait-tu que je défonce ton site? Je peux te le faire pour 500$, puis je te confirme que machin. » Puis là, on se faisait payer, on était légitimé, puis on le faisait ce genre. Donc, on a fait une profession de ce genre de choses. Fait que ça, c'est arrivé, ça a fait comme ça. Ce que je vois là, c'est exactement la même chose. On retourne dans un univers où il n'y a pas de conséquences, fait que les gens font n'importe quoi. Puis, je veux dire, avant que les lois arrivent, puis avant qu'on doive professionnaliser tout ça, ils se faisaient n'importe quoi. Les gens rentraient dans les systèmes, volaient des affaires. C'était vraiment le free for all, c'était vraiment le Far West. Et quand le couteau est tombé, quand les premières accusations, les premières personnes sont faites arrêter, notamment Mitnick, qui est une personne phare aux États-Unis qui s'est fait arrêter, ça a comme rappelé que c'est dans la vraie vie, quand on pose des gestes, il y a des conséquences. Mm-hmm. Puis ça, on a eu pendant longtemps en cyber l'impression, en tout cas dans les internets, on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de conséquences. Quand les conséquences ont commencé à devenir réelles, les gens se contrôlent, se gouvernent davantage quand ils sentent qu'il y a des conséquences. J'ai l'impression que même si l'identité est faite, les gens n'ont toujours pas peur de conséquences. Comme tu sais, dans la vraie vie, tu t'es trash avec du monde dans la vraie vie, puis tu vas te faire exclure d'un cercle social, tu vas te faire isoler. C'est très brutal dans la vraie vie, là. Mm-hmm. L'humain, mécaniquement, va rejeter les éléments troublants. Sur Internet, clairement, sur les réseaux sociaux, on a perdu le contrôle. Puis plus depuis la nouvelle administration Trump, où ils sont beaucoup plus tolérants sur ce genre de choses qu'avant, il y avait quand même un peu qui se faisait. Là, la tolérance, elle est extrême, tant qu'à moi, la même est malsaine. Là. C'est comme les bullies dans les cours d'école. C'est comme, c'est la loi du plus fort. Je vais te taper puis tu vas me donner ton lunch. Hein. C'est un bien drôle d'univers dans lequel on se dirige, dans lequel on propulse nos enfants aussi. D'ailleurs, parce que c'est eux qui sont les plus gros utilisateurs des médias sociaux. Là. Puis donc, Grok, essentiellement. Là. Puis ça dépasse aussi Grok. Là. Je sais qu'on c'est bien de haïr Grok. Puis on peut faire ça, on peut faire ça à temps plein. Mais il y a Craig Silverman, qui est un journaliste qui est spécialisé beaucoup sur la fraude en ligne, campagne de désinformation aussi. Puis il publiait, je pense, cette semaine, j'ai reçu un courriel de son infolette, puis il parlait qu'il avait trouvé en 2025 25 000 pubs pour des apps de nudification, donc pour prendre une photo puis faire une photo nue à propos de ça. 25 000 pubs sur Meta. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pourcentage non négligeable de ces pubs-là qui pointaient vers des apps qui étaient des fraudes. Fait que tu payais pour une app de notification, puis là, ça le faisait pas. Fait que tu sais, on est contre la fraude, sauf dans ce cas très précis-là. Là, on est pour, mais... On est contre la fraude Astérix. C'est ça. Aussi pour les spyware, ceux qui achètent fait que s'il y a des gens qui se font frauder en pensant acheter un spyware, ça aussi, chez Super Soigné, nous approuvons cela. Oui. Karma. mais on est contre toutes les autres sortes de fraudes. Mais c'est ça, fait que c'est quand même un problème, là. Parce que ces outils-là, après ça, sont utilisés pour harceler du monde, pour faire du harcèlement en ligne, pour c'est ça, détruire du monde, là.
Mais ce qui est fascinant, puis le AI l'amène, mais avec une connaissance minimale de Photoshop, ça se faisait avant aussi, là, ce genre de choses-là, puis c'était plus niche, mais il y en avait des cas malheureux de nidification de personnes, peut-être de moins bonne qualité, peut-être qu'on pourrait dire, mais qui étaient aussi troublantes, puis qui amenaient à des cas où des femmes ont été harcelées aussi dans l'ancien temps, avant que l'AI le fasse pour toi. Tu faisais un peu d'effort, puis tu étais capable d'y arriver aussi. Fondamentalement, pour moi, il y a un problème social, et donc le législateur ne se positionne pas à la bonne place, ne prend pas les bons moyens pour arrêter ça, parce que moi, j'étais outré à l'époque avec le fait d'utiliser Photoshop pour le faire. Là, on le fait de façon industrielle. On industrialise un problème qui était déjà existant. Mm-hmm. Puis on est toujours aussi inactif sur les en termes de législateurs ou de punition, peu importe, parce que c'est toléré. Ce qu'on voit avec Grok là, c'est pas c'est le fun de le haïr. Chacun notre tour, on aime ça frapper sur Grok, mais il n'est que la pointe du iceberg. Il n'est que la chose qu'on voit du problème de ce type de nature-là. Et de toute apparence, on n'a pas l'air de voir en tant que société le régler, ce problème-là. Puis là, ça, c'est plus fondamental, puis ça, c'est beaucoup plus troublant en termes de société, de dire que on laisse les femmes se faire exploiter encore, mais c'est des pixels, c'est moins grave. Mais tu parlais justement de Photoshop, puis oui, mais il y a quand même une différence dans le sens que c'est vraiment moins omniprésent comme problème, parce que tu sais, Photoshop, il y avait quand même un labeur qui était impliqué, là. C'était pas un truc instantané, là. Fallait que tu trouves la photo, fallait que tu trouves un visage, fallait que tu fasses les petits pixels. Comme, ça te prenait peut-être 30 minutes avant de faire ta connerie, là. Puis t'as comme le temps de réaliser, c'est con ce que je suis en train de faire, puis comme de fermer ta fenêtre à un certain point, tu sais. Versus un truc d'IA génératif comme ça, où ta pensée intrusive, genre ta niaiserie que tu penses, tu la tapes, c'est fini, l'action elle est faite, l'image existe. T'as pas le temps dans le processus de dire genre qu'est-ce que c'est wrong, en fait, je vais arrêter de tu sais, t'as même pas le temps de réfléchir, puis je pense que c'est une des choses qui fait que c'est aussi omniprésente, c'est que les gens font ces trucs impulsifs-là, des fois, justement, des trucs de revenge porn, de façon impulsive, puis ils ont pas le temps dans aucun endroit du processus de se dire genre il me semble que, j'exagère, en fait, je vais comme m'arrêter là, puis ça fait qu'il y en a encore plus. C'est un des c'est facile, en fait. Là où, avant, il y avait quand même, c'était moins facile, le fait que tu pirates ta suite Photoshop. Il fallait que tu fasses des actions. Il faut faire attention, là, tu vas aller genre sur TikTok, ils vont te donner un URL que tu mets dans ton run de Windows pour avoir un Photoshop gratuit, là. Puis ça aussi, j'imagine que le cybercitoyen est favorable à ces gens-là qui se tirent dans le pied avec 14 barres de recherche sur ton Chrome. On n'approuve pas du tout ce message. Mais le point, c'est que c'est la facilité avec laquelle ces outils-là permettent aussi cette violence-là envers les gens qui est choquante, puis l'adoption des gens, à quel point les gens sont très rapides sur la gâchette, essentiellement, de se dire genre, ouais, on va faire ça. C'est choquant. Ouais. Sur le coup de l'émotion, puis j'aime l'angle que tu t'amènes parce qu'effectivement, sur le coup de l'émotion, la colère ou peu importe ce qui se passe, on peut poser des gestes qui, en général, si on n'arrête pas à temps, on va regretter. Si on arrête à temps, on ne regrette pas. Et ça fait partie des principes de devenir un adulte. C'est que tu apprends à arrêter un geste dans ton élan de colère avant que tu regrettes ce qu'il est. Tu le fais 1, 2 fois, tu regrettes, ensuite tu as compris ta leçon, puis tu arrêtes. Tu deviens un adulte. Tu es capable de gérer des émotions. Mais on est dans une société où la gestion des émotions, elle est au plus bas de ce qu'on ne peut pas voir. Et on a des médias sociaux qui encouragent l'interaction en colère, l'émotion négative. Fait qu'on est dans un contexte de ça, puis X est probablement la plus grande démonstration de ce modèle-là de colère parce que c'est un puits de haine. X, ça ne fait que ça. Là. C'est juste comme brasser dans une potion de marde. Là. C'est comme du pu. Quelle métaphore. On a un médecin défroqué sur la ligne. Fait que c'est pour ça que je me permettais de parler de ce genre de... C'est pareil.
Mais tu parlais justement de la notion de législation, puis on en avait parlé en pré-épisode justement que il y avait pas longtemps, il y avait eu ce projet-là de loi sur les clavardages, comme quoi l'Union européenne voulait scanner des conversations à la recherche de conversations qui seraient potentiellement abusives envers les enfants. Puis c'était comme vraiment un gros projet de loi. Puis là, ils l'ont retravaillé depuis parce que pour des raisons très légitimes, les gens qui se soucient de la vie privée étaient un peu en mode ça me semble légèrement invasif au final pour comme le pourcentage de conversations potentiellement problématiques. Il y a peut-être d'autres façons de protéger les enfants que de scanner les conversations de tout le monde. Puis là, on parlait en parallèle, il y a comme Grok qui fait ces trucs-là qui sont très ouverts, out there, hyper transparents. Puis comme où est le législatif? Où sont les rétributions? Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est autant on était prête à flusher la vie privée de tout le monde dans nos conversations privées à un moment, puis là, tout d'un coup, on est comme c'est étrange quand même, là. Ben oui. Ça, moi, je suis très fasciné par ça parce que déjà, ça m'agaçait qu'ils veulent venir fouiller dans la vie privée à ce point-là, cette invasion-là. Je la trouvais trop démesurée par rapport aux gains qui étaient faits. Je pense que le rapport de proportion était pas égal. Donc, plus d'invasion pour le bénéfice qu'on avait à ce que-là. Puis je demeure convaincu à ce jour que d'autres moyens beaucoup plus efficaces, beaucoup moins invasifs pour lutter contre la pornographie juvénile. Mm-hmm. Ça, je demeure, puis là, je trouve qu'on prend juste des raccourcis intellectuels pour arriver à ce genre de choses-là. Et effectivement, là, on a une usine de production de pornographie juvénile. Puis ceux qui étaient, on va défendre les enfants, c'est important, tout ça, on va au prix de rentrer dans les conversations de tout le monde. Là, ils sont comme silencieux. Les petits bruits de cricket, là. Ouais, ça, je suis comme un peu mystérieux. Puis c'est un peu comme l'hypocrisie s'est révélée au grand jour. Ouais. Que finalement, c'est ce que la loi en Europe, c'est Chat Control qui parlait. C'était pas tant ça que le vrai objectif qui était en arrière de ça. Fait que là moi, je trouve qu'ils ont perdu énormément de crédibilité dans le message qu'ils font. Fait que là, maintenant, là, arrêtez de me parler de oui, on veut lutter contre la pornographie juvénile quand on veut faire de l'invasion de la vie privée. Là, j'y crois plus. Là. Vous avez arrêté l'occasion d'agir de façon forte et déterminante dans un cas crédible. On n'est pas dans un cas où on suppose que machin, là, genre, il parle de genre 90 000 photos par jour qui sont de la pornographie juvénile qui sort de Grok. C'est pas une photo. C'est pas une photo, là. C'est industriel. Fait que, ça, j'imagine, c'est juste pour des mineurs, parce que des femmes adultes aussi. Puis il y avait à un moment donné, c'était une mode, c'était de mettre telle personne en bikini avec des croix gammées, puis toutes sortes d'affaires. Sur le côté législatif, je lisais que aux États-Unis, il y a la fameuse section 230, là, qui est une loi qui date des années 90, qui a été mise pour que, justement, un peu permettre à l'Internet d'exister, là, où que les plateformes ne pouvaient pas être comme rendues comme responsables légalement du contenu des utilisateurs et des utilisatrices. Fait que si, je sais pas moi, Catherine t'écrit quelque chose d'illégal sur Instagram, mais Instagram peut pas être tenu responsable de ce que tu écris. Mais dans ce cas-là, ça s'appliquerait pas parce que Grok, c'est un outil, c'est du code de X qui publie sur X, fait qu'ils peuvent pas se cacher derrière 230 en disant je sais pas moi, homme blanc 1488 là, qui poste des mimes haineux. Fait que, il y aurait ça, puis même juste, je pense que je lisais un autre article qui disait que juste dans les conditions d'utilisation du Google Play Store puis du Apple Store, il y aurait matière à juste retirer l'application puis dire, regarde, c'est fini, Twitter, tu peux juste pas le télécharger. Mais on le fait pas parce que c'est l'homme le plus riche du monde qui a des liens avec la Maison-Blanche. Puis, tu sais, l'Europe ont tenté d'imposer des amendes parce que X enfreignait la loi européenne. Puis, la personne qui a qui portait ce dossier-là, elle s'est fait révoquer son visa, plus le droit d'aller aux États-Unis. Tu sais, il y en a d'autres qui se retrouvent sur les listes de sanctions, peuvent plus avoir de compte en banque, etc. Tu sais, c'est ça. Il y a quand même des conséquences. Des milliardaires, c'est un problème. Il y a ça, mais tu sais, on a eu le Carney qui a fait un speech quand même assez intéressant à Davos
hier, au moment qu'on enregistre, qui parlait de cette façon coercitive que les grandes puissances ont à imposer de façon asymétrique des règles. Puis là, on est dans un contexte très asymétrique parce que les Américains aussi veulent mettre des lois pour protéger contre la pornographie juvénile. Et là, on est dans un contexte où ils tolèrent très ouvertement, donc on est dans une asymétrie très grande en termes de nous comme ça, mais quand c'est notre pornographie juvénile, vous n'y faites rien, vous n'intervenez pas. Fait que là, c'est un peu weird. Dans un contexte économique, on n'embarquera pas là-dedans, c'est pas mon domaine. Mais dans celui-là, moi, je suis vraiment choqué de ça, puis que l'Europe, à la limite, se tienne pas debout, dit, ben là, sanctionne autant que tu veux. Ce que tu fais, c'est mal. C'est vraiment, c'est humainement, c'est très mal. C'est-à-dire, toutes les conventions qu'on a internationales, tous les droits de l'homme, ces affaires-là, c'est tout ça, la volonté très grande de limiter le tourisme sexuel, tout ce qu'on essaie de faire. Puis là, t'as ça. Mm-hmm. C'est là, on parle, comme ils disent en anglais, là, on parle les deux côtés du visage. Mais même dans l'état de Elon Musk, je veux dire, s'il y a une chose que depuis des années, il dit que ça fait partie de son code moral, c'est d'être contre les contenus exploitatifs envers les enfants. C'est quand même quelque chose sur lequel il a souvent fait des sorties publiques là-dessus, là, avant qu'il devienne complètement insane. Durant la pandémie, c'était quand même un élément qui était là. Fait que même dans cette optique-là, même si on considère le personnage qui est derrière ça, c'est weird qu'il intervienne même pas lui-même au final. Disons que c'est comme n'importe quel autre billionnaire qui sortait ça et pas lui, garantit qu'il sera sur Twitter à rager que ça n'a pas de sens puis qu'on devrait comme légiférer ce truc-là. Là. Ouais, ça m'a pas convaincu, mais c'est quand même, pour vrai, c'est quelque chose, ça faisait partie du personnage dans ses biographies, oui, c'était des trucs qui étaient mentionnés, qui étaient fort posés à ça. Le truc du plongeur, il était comme, t'es allé sauver les enfants parce que, genre, c'est comme un truc. Je pense pas qu'on peut prendre au sérieux ce que ces gens-là disent, dans le sens que, tu sais, c'est comme il y avait tout un, il y a 3 ans, là, ces gens-là déchiraient leur chemise sur la liberté d'expression. Mm-hmm. Puis, il y a une prof, là, elle a été suspendue 2 jours parce qu'elle a dit le mot en haine. Puis là, tu sais, c'est la fin de la société occidentale. Puis là, on bannit des livres. Il y a comme des commissaires politiques là, qui vont réviser des contenus de cours d'université. Mais là, criquet. Je veux dire, fait que c'est ça. Je veux dire, je pense qu'on perd notre temps à souligner comme un peu l'hypocrisie parce que le but, c'est le pouvoir. Là. Le but, c'est le contrôle puis l'oppression. Puis il y a une phrase, elle se traduit mal, là, mais qui décrit un peu le projet là, de la droite puis de l'extrême droite. C'est, en anglais, c'est qu'ils veulent a law that protects but does not bind. Tu sais que pour eux, la loi va les protéger mais ne va pas les restreindre. Puis pour les autres, la loi va les restreindre, mais elle ne va pas les protéger. Elle est là pour les autres, les mettre en prison, leur pouvoir taper dessus, mais pas là pour les protéger. Là. C'est pas. C'est un quartier pauvre, tu n'appelles pas la police là, quand tu as un problème. Là. Parce que, ouais, puis c'est intéressant parce que ça ramène à l'histoire de la fondation de la police aux États-Unis. C'est la façon que la police a été constituée aux États-Unis. C'était par les riches exploitants de coton pour contrôler leurs esclaves. C'est pour ça que la police aux États-Unis, et c'est d'ailleurs pour ça que il y a encore des fragments de racisme très forts chez les policiers aux États-Unis, parce que la fondation même de la police aux États-Unis servait à contrôler ces individus-là. Et contrairement à ce qu'on a maintenant, Protect and Serve, ou cette notion-là que c'est l'agent de stabilisation sociale, ce qu'on voit maintenant, la création n'était pas du tout dans cette perspective-là. Et comme tu le mentionnes, c'était ça, c'était l'État, la police protège les riches, pas les pauvres. Elle est là parce qu'elle est contraignante, pas pour les riches du moins. Là. Puis par ça, puis je vais aller un peu plus loin. Toi qui traînes d'ailleurs dans les milieux conspirationnistes beaucoup, comment tout ça se matérialise? Parce que là, tu veux dire,
d'un côté, ils se plient en quatre pour faire valoir que Musk maintenant a raison, même si il y a 3 mois, c'était l'inverse qu'il disait, ou c'est un peu comme les Epstein Files où le monde sont comme renversés sur leur discours complètement du jour au lendemain. Même les influenceurs, en fait, c'est mal, il faut les sortir sur ça, du lendemain, du jour au lendemain, non, faut pas les sortir, ils ont comme basculé, là. J'ai pas regardé ça récemment, je pourrais pas te dire, mais je pense pas que ça change grand-chose. Je pense qu'il y a un tu sais, sur X, il y a un fort contingent de cynisme un peu nihiliste, là. C'est comme on croit rien, puis c'est juste drôle parce que ça c'est de l'accélérationnel, en fait, effectivement, c'est comme ils voient que c'est sensible, puis que c'est stupide, puis que c'est absurde, puis que c'est mal, puis c'est comme let's go, on y va plus vite dans le mur. Plus. C'est plus que je sais pas, il y a malheureusement une frange non négligeable de gens qui ont du plaisir à voir d'autres gens souffrir, tu sais. Fait que si je peux être de la gang qui cause la souffrance, ben pourquoi pas, tant mieux. C'est ça qui est le fun. Je sais pas, il y a comme un puis tu sais, c'est lié à la misogynie en ligne, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que c'est ça l'expression, là, je veux dire. Mais il y a aussi dans les mouvements conspirationnistes, quand la réalité clash avec la conspiration, c'est pas un moment où est-ce que les gens sont comme peut-être que j'avais tort. C'est un moment où est-ce que la communauté est comme brainstorming pour refaire un narratif qui va refiter pour qu'on puisse juste prendre cette nouvelle information-là puis la rentrer dans notre truc, quitte à changer d'avis, quitte à rebalancer des choses, quitte à oublier des trucs entièrement puis à se gaslighter en tant que communauté. Fait que effectivement, ça ne doit pas changer grand-chose. Ils doivent juste avoir eu un petit moment de retravail sur leur narratif collectif. Puis une fois qu'ils se sont trouvés ce narratif collectif-là, ils ont juste double down sur... Ou tu peux le rationaliser comme en disant c'est juste des pixels, c'est juste des images inventées, il n'y a pas de vraies personnes. J'ai entendu que c'était un bénéfice parce que comme ça, il n'y avait pas de vrais enfants qui étaient blessés dans la chose, vu que les images étaient générées. Ce genre de discours-là aussi, là. Yeah. Ça, c'est le genre de rationalisation qu'on entend, là. De comme, c'est mieux que de la vraie parce que il n'y a pas un vrai enfant qui est blessé. Ouais, c'est tort de la logique, là. Je tiens à réitérer que je ne suis pas du tout d'accord avec cette mentalité-là. C'est juste la trame narrative. Ouais. Dans les faits, c'est bien si effectivement il n'y avait plus d'enfants qui étaient abusés parce que ces images-là existaient, dire OK, effectivement, il y a réellement un bénéfice, mais il faudrait qu'on fasse vraiment la démonstration qu'il n'y a plus aucun enfant qui est abusé à l'heure actuelle. Je ne crois pas, puis je crois pas qu'on a une diminution, puis je crois pas qu'on a rien qui est associé à ça. Je suis même plus tendance à croire que ça va légitimer de l'abus sur des enfants en voyant ça. Donc, ils ont comme normalisé quelque chose. Et le fait de le voir régulièrement, puis c'est un problème d'ailleurs, notamment en cyber, où les mauvaises nouvelles, choses, on légitimise tranquillement la surabondance de choses. On peut parler de cynisme. Mais une fois que tu le vois trop, tu fais comme, c'est normal, c'est pas grave. C'est un peu comme Trump, c'est un peu ça qu'il a fait, là. Il a tellement exagéré que les gens sont comme, c'est pas grave, puis ils sont redevenus indifférents, puis sont désensibilisés à l'odieux de ce qu'il fait et à quel point il est rendu sénile à un niveau là, ça n'a même plus de sens à quel point il est sénile. Là. Ça n'en est une parodie, là. Mais c'est lui qui parle sur la scène publique, c'est terrible. Là. Mais si tu veux une démonstration, mettons, mathématique démontrable de comme cette désensibilisation-là, c'est que au début du mandat, chaque fois que Trump parlait de tarifs, le marché de stocks, les stocks, ça crachait immédiatement jusqu'à temps qu'il rebrusque. Puis c'est tellement arrivé souvent que comme les 3-4 dernières fois qu'il était comme plus de tarifs, le stock market bouge plus. Là. Il y a aucune... C'est genre, whatever, genre, il va changer de dîner en 3 jours, on s'en fout. Comme, il n'y a plus rien qui réagit à, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est dangereux parce que ça l'incite à escalader, éventuellement, parce que si son désir, c'est d'avoir de l'attention, des yeux sur lui, genre d'être le dictateur idolâtré, là, qui a comme des nouvelles sur lui, des caméras sur lui, il va juste être incité à faire pire, faire plus la prochaine fois pour avoir l'attention sur lui. Pour moi, le Groenland, c'est une démonstration. C'est quand même un gros mot, ouais. Ouais.
Ça ressemble à ça, ça démontre qu'est-ce que l'escalade peut nous mener, puis là, il était 10% de tarifs, machin et tout, puis ça s'est réglé à l'intérieur d'une semaine. C'est comme un cycle de nouvelles, c'est comme la cycle de la nouvelle, c'est une semaine. Après ça, on passe au suivant. On espère juste que le Canada ne sera pas le suivant, là, par ailleurs. Là. On espère d'être oublié dans le cycle des nouvelles, mais clairement, il y a une fixation. Fait que ça se peut qu'on embarque dans le cycle des nouvelles éventuellement par rapport à ce genre de choses-là. On va clore sur cette haine sur Grok. On en a quand même déversé beaucoup, puis ça fait du bien. Puis ça veut dire, moi, pour mon moral, ça me conforte un peu que je suis pas tout seul à trouver que c'est complètement débile, tout ça. Deuxième nouvelle, le Cambodge. On en avait abordé il y a quelques épisodes de ça sur les espèces de sweet shops dans l'Asie du Sud-Est où il y avait des espèces de casinos, je crois, réformés en entrepôts de fraude massive, tout ça. Il y a des développements par rapport à ça, fait que notre recherchiste préféré va nous entretenir un peu de ça. Je pense que tu devrais commencer aussi par réitérer le contexte des casinos, justement. Puis, ouais, vas-y, la planche est de toi. C'est ça. Comme tu disais, Nicolas, le Cambodge est rendu, avec le Myanmar, donc la Birmanie, un des lieux où il y a vraiment beaucoup de fraude en ligne qui se fait. Principalement, ça se fait dans des casinos ou des centres là, qui, au début, étaient des casinos. Pendant la pandémie, ces gens-là cherchaient des nouvelles sources de revenus parce que les gens ne pouvaient plus voyager. Puis, il y a vraiment une imbrication là, comme l'industrie du jeu et maintenant de ces endroits de fraude. Il y a de l'esclavage là, qui est fait là, du trafic humain. Les gens se font attirer en se faisant promettre des jobs payantes. Ils arrivent là, ils se font enlever leur passeport, ils se font battre, ils se font menacer, etc. Puis les gens doivent travailler des heures, 12 heures, 15 heures, 16 heures, 7 jours par semaine à frauder. Puis tu as des gens d'un peu partout, des fois, qui se retrouvent là. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la Chine, qui se retrouvent là, mais de plus en plus, on voit des gens. Là, même, j'ai vu il y avait un reportage qui pensait qu'il y avait un jeune Britannique qui s'était ramassé là, dans un de ces centres-là. Donc, en gros, au Myanmar, la situation est vraiment plus compliquée parce que la Birmanie, Myanmar, c'est comme en guerre depuis longtemps. Fait que il y a certains groupes qui contrôlent certaines parties du pays, ils ont leur propre lieu où ils font de la fraude, etc. Puis un pays où que ça s'était beaucoup développé dans les dernières années, c'était le Cambodge. Un point, j'ai vu des chiffres là, que c'est comme 60% du PIB du pays était relié comme à cette industrie-là, parce que pour faire des compounds comme ça, il faut que tu construises. Il y a des routes qui se sont construites pour se rendre là. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes d'argent qui est versé là-dedans. Puis, on en a parlé au dernier épisode de Super Citoyen, mais un des magnats de cette industrie-là, un dénommé Chen Ji, s'est fait récemment arrêter au Cambodge puis extradé vers la Chine. C'était quand même surprenant parce que lui était il faisait partie là, d'un des plus gros conglomérats du pays, qui est le Prince Group. Le Prince Group, ça avait l'air assez énorme. Là. Il y avait leur compagnie aérienne, il y avait des gros projets immobiliers, il y avait des casinos, puis il y avait toutes sortes de centres de fraude. Fait que là, on se questionne un peu pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter? Parce que ce monsieur-là a des liens quand même assez proches avec le pouvoir depuis plusieurs années. Puis j'ai lu je mettrai le lien là, dans les show notes, là, c'est un journaliste cambodgien qui a écrit un texte sur Substack. Lui, à un moment donné, il s'est poussé du pays, puis il raconte comme un peu à la fin du texte comment, quand il sortait des reportages sur ces centres de fraude-là, il y a des amis qui ont été emprisonnés, qui ont eu des menaces. À un moment donné, il y avait un article, puis le chef de la police locale a appelé pour dire « On est prêt à venir t'arrêter à moins que tu enlèves l'article sur ton site web. » C'était comme connu, mais c'était très, très, très lié au pouvoir. Puis en gros, dans son article, il raconte un peu comment Chen Ji est arrivé là où il est. Il a commencé, lui, en faisant de la pub il y avait comme un jeu en ligne super populaire au début des années 2000 en Chine, puis
Puis les gens jouaient beaucoup à ça. Puis il y avait le serveur officiel, puis là, il y avait des serveurs illégaux ou pirates, disons, pour ce jeu-là. Puis lui, il a fait son argent au début en vendant de la pub pour aller vers les serveurs pirates. Il a commencé à faire son cash comme ça. À un moment donné, il a quitté la Chine, il est allé au Cambodge. Puis, au début, il s'est mis dans le monde des casinos. Puis, après ça, Prince Group est né de ça. Puis, ils ont commencé de plus en plus à être dans les affaires plus légitimes, entre guillemets, là, avec les projets immobiliers et tout ça. Puis là où il y a eu un gros changement dans leur modèle d'affaires, c'est quand ils ont réussi à avoir un permis pour avoir une banque. Fait que là, il y avait leur propre banque. Fait que là, ils pouvaient faire des affaires là, avec des banques d'autres pays, des transferts d'argent, etc. Fait que là, disons que ça roulait. Puis tout le monde pensait qu'il était too big to fail, comme on dit en anglais. Là. En 2019, la Chine avait fait des enquêtes, avait dit, écoute, ce doute-là, on le veut. Puis à ce moment-là, le premier ministre du pays avait dit, non, on ne peut pas vous le donner, qu'il n'y a rien fait de mal, laissez-le tranquille. Fait que là, semaine dernière, il y a fait à peu près une semaine maintenant, finalement, la Chine décide de le donner. Non, pas la Chine. Le Cambodge décide de le donner à la Chine. Puis là, depuis, il y a quand même pas mal de développement. Là. Quand on en a parlé là, au dernier épisode, ça venait d'arriver, puis on n'en savait pas plus. Après les arrestations, il y a certains de ces centres-là qui se sont vidés. Ceux de Prince Group, à certains endroits, se sont juste vidés de leur personnel. Il paraît que ça, dans ces endroits, les gens, les boss ou les gérants de la place ont juste ouvert les portes puis ont dit aux gens, partez. Des gens qui étaient retenus prisonniers là. Il y a un journaliste, là, Nathan Paul Southern, qui a beaucoup écrit là-dessus. Lui rapportait là, qu'il y avait des centaines de gens, des ressortissants chinois, là, devant l'ambassade à Phnom Penh, des gens qui essayent de rentrer chez eux. J'ai vu une entrevue avec un monsieur qui disait que lui était arrivé là parce qu'il voulait jouer au casino. Il a perdu tout son cash, qu'il n'avait plus les moyens de rentrer chez eux. Il s'est fait enlever son passeport. Puis là, ça faisait comme 3 ans qu'il travaillait dans ce centre-là. Mais il y a un article de The Guardian qui parle de milliers de gens en ce moment là, qui sont dans les rues à la recherche d'aide. Ouais. 1400 qui sont à l'ambassade de l'Indonésie, là, qui ont essayé de contacter leur ambassade pour essayer. Fait que c'est des milliers de gens, là, c'est énorme, là, qui sont dans la crise. Sur Twitter, j'ai vu des vidéos, là, tu vois des gens sauter des fenêtres, comme, tu sais, en train de se sortir d'un compound. Un autre compound où quelqu'un a comme pris un pick-up pour défoncer un mur. Des centaines de personnes sur la rue qui marchent, là, avec leur pack-sac, avec leur pack-sac, leur sac. Il y a des milliers de personnes à la frontière avec le Vietnam qui essayent de sortir du pays. Puis là, ce qui est comme plus... parce que là, les gens disent, ben, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y a vraiment une répression sévère de toute cette industrie-là? Parce qu'il y a quand même... il y a un général là, qui était en poste là, au ministère de l'Immigration. Lui était dégradé. Puis dans l'article que j'ai lu, ça dit pour des raisons personnelles. Go, c'est pas trop pourquoi. Puis au moins 6 officiels de la police, là, donc des gens très haut gradés dans la police, qui ont été démis leurs fonctions là, pour implication dans le trafic humain, tout ça. Fait que, il y a comme une certaine purge. Mais en même temps, j'ai vu des journalistes sur place qui disaient ben, la répression, elle a l'air quand même sélective parce que à certains endroits, on voit les centres se vident, mais il y a d'autres régions du pays où que c'est business as usual, puis il n'y a rien qui se passe, puis les scam centers sont encore là. Un journaliste disait qu'il a vu des gens se sauver d'un compound, se faire ramasser par les gardiens de sécurité, battre, puis ramener à l'intérieur. Fait qu'il dit, c'est pas la fin, puis il pense aussi que les gens se font relocaliser. Ils ont vu certains centres se faire vider, le matériel informatique se faire sortir, puis les gens sont emmenés ailleurs. Fait qu'il y a ça. Parallèlement à ça, il y a un autre personnage, Junto, dont on a un peu déjà parlé. Lui, c'est le cousin de l'actuel premier ministre, un ancien gangster. Il a fait fortune, lui, dans le trafic de bois, allegedly. C'est tout ça est bien sûr pas prouvé en cours et peut-être que c'est jamais arrivé. Lui était sa compagnie, Hui Wan Guarantee, c'était le plus gros marché illégal de l'histoire. Dans le sens que le Silk Road, là, le fameux Silk Road là, sur le Dark Web, là, c'est genre les packs là, du Québec là, à côté de ça. Là. Puis, Hui Wan, en 2025, ça a comme fermé.
Puis c'est un marché qui fonctionnait sur Telegram. Fait que, genre, le marché te redirigeait vers des canaux sur Telegram. Puis là, tu vas acheter n'importe quoi là-dessus. Tu vas acheter des services de blanchiment d'argent, de l'infrastructure de fraude, des gens, tu dis, j'ai besoin de gens qui parlent, je sais pas moi, telle langue. Ben, tu dis, ouais, moi j'ai 50 opérateurs qui parlent telle langue, etc. Fait que tu fais toute l'infrastructure pouvait passer par là. Puis c'est ça, en mai 25, We1 Guarantee, qui appartenait là, aux proches du pouvoir, ça a fermé après qu'une compagnie, comment ça s'appelle? Elliptic, là, c'est une compagnie qui fait ils font des enquêtes là, de crypto, ont montré là, tout l'argent qui était blanchi à travers ce service-là. Puis étrangement, ça a été transféré à un autre genre de marché pareil qui s'appelait To-Do Guarantee. Puis lui aussi a fermé cette semaine. Les gens ont commencé à... Les coffres se sont vidés. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de gros là, qui se passe dans ce coin-là. Puis justement, dans l'article là, sur Substack, lui, son hypothèse, un peu, c'est que d'abord, il y a eu les sanctions américaines. D'abord, les États-Unis ont dit Genji, on le veut, voici les preuves. Ils ont sanctionné ces banques, ils ont sanctionné des entreprises qui étaient reliées. Après ça, la Corée du Sud a commencé à mettre de la pression. Puis eux ont même émis des avis à leur population de dire ne voyagez pas au Cambodge, allez pas là, c'est pas bon. Après ça, tu as la Chine qui ont commencé à mettre de la pression. Puis en plus, ils ont comme un peu une guerre avec la Thaïlande sur leur frontière. Fait que là, le pouvoir, c'est OK, il y a comme trop d'affaires en ce moment. Puis ils ont décidé, on va se débarrasser d'un peu notre poids mort. Là. Fait qu'on va envoyer Genji. Puis c'est quand même drôle, j'ai vu une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères. Là, il dit, lui, parce qu'il a obtenu la nationalité, là, le monsieur. Il l'a obtenu illégalement. Puis là, on va enquêter là, sur comment il a reçu la nationalité. Parce que, mais tu sais, il était conseiller du premier ministre. Là. Je veux dire, c'était pas... En tout cas. Fait qu'il y a vraiment une job un peu de patchage, disons, là, d'essayer de cacher un peu les choses. Il y a probablement encore des centres qui continuent à opérer, mais il y a quand même des milliers de personnes qui ont au moins réussi à se sauver. Puis là, le danger, c'est qu'ils se fassent réembarquer par d'autres personnes. Puis que, en tout cas, ça va être à suivre, là, mais c'est quand même assez capoté là, ce qui se passe là en ce moment. C'est quand même fou comme situation. Puis... On est sans mots. Désolé, j'ai plombé l'atmosphère. Non, cette fois-ci, c'est pas moi qui fait que vous laisse sans mots. Mais ça ressemble à une énorme reconfiguration de ce qui se passe dans les choses, parce que d'un côté, tu dis il y a des centres qui sont fermés dans certains secteurs pour des raisons qui, en tout cas, ne sont pas apparentes. Dans d'autres, sont pas fermés. Là, c'est comme s'ils achetaient la paix en faisant un sacrifice de cet individu-là. Mais le réel, la fraude n'arrêtera pas, là, dans ce que je comprends de ce que tu as recherché. Tu sais, l'État dit oui, on fait une guerre totale à la fraude, on va éradiquer la fraude dans le pays. Puis tu sais, les centres qui ont fermé, c'est parce que c'était par peur d'arrestation. Puis surtout, tu sais, les gangsters qui viennent de Chine puis qui gèrent ces endroits-là, ils n'ont pas envie d'être extradés vers la Chine. C'est ça, c'est pas un bon scénario là, pour ces gens-là. Donc, une des raisons de fermer, de laisser partir les gens, c'est pour comme pas se faire attraper. Mais en même temps, clairement, il y a d'autres centres qui continuent à fonctionner. En tout cas, encore c'est très tôt, là, je veux dire, les nouvelles, c'est en progrès. Là. Il y a des gens qui sont encore dans la rue en train de se sauver. Là. C'est comme breaking news. Ouais. Ouais. Fait qu'on va voir. Mais ça se peut, je veux dire, c'est ça. Le Cambodge, à un moment donné, a peut-être décidé que c'était peut-être plus à leur avantage. Peut-être que la Chine a décidé finalement qu'ils tordaient le bras un peu plus fort en disant, regarde, là, ça suffit. Là. Parce que c'est quand même beaucoup leurs citoyens qui se font cibler par ces fraudes-là. Là. Il y a des milliards là, qui sortent la Chine vers ces gens-là, vers ces centres-là. Là. Fait que, puis en plus, c'est leurs ressortissants qui se font trafiquer puis qui se retrouvent dans ces centres-là. Fait que, il y a comme... C'est ça. Le pays est comme un peu motivé là, à ce que ça arrête. Là. Mm-hmm.
Non, Je me oui. Je me rappelle, on avait parlé dans le balado là, d'une histoire justement que c'était arrivé un jeune acteur de Chine qui s'était fait offrir un gig justement, puis en allant à son casting, essentiellement, s'est fait kidnapper dans ce genre de centre-là. Puis que heureusement, il y avait une certaine popularité, du moins assez pour attirer l'attention sur le web, soulever les citoyens, faire engager les forces de l'ordre, puis que le jeune homme avait été retrouvé essentiellement, puis ce qu'il racontait, c'est qu'il a eu sa tête rasée, il s'était fait former sur comment faire des scams, il avait été forcé contre de la violence physique, justement, de devoir faire ces scams-là. Puis c'est fou, là. Dans le fond, c'était juste quelqu'un qui s'était fait cibler par une offre qui avait l'air tout à fait normale de casting, de comment, on a un mandat pour toi, pour ton métier, etc. Fait que c'est quand même, c'est sûr que si c'est tes propres citoyens qui se font attraper à chaque fois, il y a effectivement un intérêt à agir éventuellement. La population, du moins, la population te demande d'agir en tant que gouvernement éventuellement si ça devient un problème aussi omniprésent. Mais c'est quand même particulier encore, de notre position de Nord-Américain, on peut pas comprendre ce que ça représente, ces genres de sites-là, réellement. Là. Mais ça doit être assez horrible comme situation. Ça doit être essentiellement des prisons déguisées, là, en quelque sorte. Là. C'est du travail forcé, c'est des esclaves. Je trouve ça très particulier comme chose. Puis s'il y a une de mes critiques qui est de plus en plus grande, c'est que, on en a parlé dans le cas de Grok, il y a une inaction des pouvoirs en place pour régler réellement ces problèmes-là. L'exemple que je cite souvent dans ce contexte-là, c'est la piraterie, mais au sens où quand on avait des bateaux, on avait les vrais pirates d'origine, quand l'Angleterre a dit « OK, c'est fini le party, on coupe ça », en 2 ans, c'est fini, il y en avait plus de problème de piraterie, les voies maritimes étaient rendues sécures, il y avait réglé le problème. Je dis pas qu'on peut répliquer le même modèle, mais que je crois qu'un État qui se choque réellement, pas de façon asymétrique, peut régler le problème dans lequel on est, qui est endémique. Là. Je dis ça, c'en est un, mais tu sais, on tolère ça. Il y a tellement d'autres choses autour. Ça c'est un cas, puis je suis encore fasciné à quel point on est juste comme, wow, c'est correct, c'est sur Internet, c'est normal de se faire frauder. Là. Je suis pas sûr. Moi, c'est comme dire, c'est normal, le marché en rue, je vais me faire voler. Je suis pas sûr plus. Peut-être dans certaines villes américaines, c'est peut-être normal, là, mais moi, où je me promène la nuit, c'est pas normal de se faire voler. Là. C'est un cas d'exception, c'est pas la norme. Là. Je trouve qu'on est dans un contexte où on a comme abandonné. On est peut-être chez la serviette, je sais pas. C'est ça. Puis c'est ce que tu relates là de ce pseudo-démantèlement-là. Ce n'est que peut-être dans quelques égards un coup de théâtre plus qu'un élément réel. Ben, je veux dire, il y a quand même des milliers de personnes qui ont réussi à se sauver, qui étaient prisonniers la semaine dernière puis qui ne le sont pas maintenant. Donc, mais c'est ça va être de voir. Mais c'est sûr qu'ils ont... Ça risque d'impacter les opérations, du moins, je dirais. C'est sûr, mais juste la fermeture des 2 marchés, une après l'autre, c'était des énormes marchés pour le blanchiment d'argent, etc. Ouais. Ça a un impact, là. Mais c'est sûr que il y a un vide, il y a d'autres acteurs qui vont prendre le relais. On va voir. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir comment ça se développe. Puis s'il y a vraiment une action, si la Chine continue à taper sur ces centres-là, peut-être qu'on va réussir à un peu... en tout cas, rendre ça plus compliqué à ces gens-là d'opérer. Là. Ben, ça serait souhaitable que ça soit plus compliqué. Puis c'est pour le bien collectif. Puis dans ce cas-ci, je trouve ça étonnant que la Chine s'en mêle tant que ça. Mais il demeure que s'ils viennent à remplacer les États-Unis comme superpuissance, puis d'espèce de puissance qui vient apaiser l'ordre, ou stabiliser l'ordre mondial, s'ils peuvent jouer ce rôle de policier-là et de dire, OK, ben gang de fraudeurs, c'est juste non, puis on va mettre des pressions jusqu'à temps que vous cassiez et qu'on en ait moins. On pourrait dire un nombre raisonnable de fraudeurs par rapport à ce que c'est actuellement. Alors, je peux pas être contre cette idée-là. C'est toutes les tranches de la société à l'heure actuelle qui se font frauder constamment de façon industrielle. C'est une industrie, là. C'est juste terrible. Là. C'est crime organisé, mais loin.
Ouais. À suivre. Donc, là-dessus, à savoir que va aller. Qu'est-ce qu'on va savoir l'an prochain? On compile nos données sur le Centre antifraude canadien. S'il y a eu moins de scams cette année suite à ces interventions-là ou pas. Ça serait le fun. Ça serait fun parce que ça fait quand même 4 ans qu'à chaque année, c'est genre augmentation de 250% depuis l'an passé. Ça serait le fun d'avoir une année où est-ce que c'est comme on a 20% de moins. A win is a win. Ouais, mon début de 2026, puis ça va peut-être devenir le dernier de nos soucis, ces affaires-là, d'ici quelques mois. Là. On est comme dans un drôle de flux. On est dans un drôle de pivot dans le temps. Et moi, je penserais je ferais pour qu'on cancelle 2026 puis qu'on passe au suivant tout de suite, là, parce que ça regarde vraiment pas bien ce qui se passe. On manquera pas de sujet. Absolument pas. Cool. Plein de podcasts à venir. Ça va bien aller. Oui, puis comme on mentionnait d'entrée de jeu, ça souligne la première année de collaboration. Ça a été très agréable. On a des conversations très chouettes. Probablement, c'est la plus organisée de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, là, qu'on a respecté relativement nos sujets. Wow. On n'est pas devenu du doomsday, machin. On n'a pas été ultra trop pessimiste surtout. Fait que j'espère qu'on va faire encore une autre année comme ça. Ça a été très, très chaud. Puis ça va probablement vous amener très près de votre objectif du 100e. On y arrive. Bon. C'est une très bonne nouvelle. Votre objectif va être atteint. Puis félicitations encore pour ton 700e épisode. Wow. Merci. Merci. Ouais, ça, c'est beaucoup. Oui. Oui, mais quand on est dedans, ça paraît pas. Quand on est dans la machine qui roule, ça paraît pas. Puis j'ai du plaisir à le faire. Puis des conversations intéressantes comme j'ai avec vous autres qui permettent de garder la flamme puis maintenir ces activités-là en chose. Jusqu'à temps que la flamme soit plus là, je vais continuer à faire ça. C'est bon. Sur ça, hey, salut! Et bye! Bye!